Cette opposition était reliée par une division piémontaise qui devait occuper les hauteurs de Biestre. À mi-chemin, les Piémontais se trouvaient à cheval sur le chemin qui couvre le Piémont. Ils feront rejoints par colis avec tout ce qu'ils peuvent tirer de la droite. À décoller les Autrichiens occupaient la position qui défendait le chemin d'Aki. Route directe du Milanais. Ils feront successivement rejoints par tout ce que Beaulieu peut ramener de Vautry. Ils se trouvaient là en position de recevoir tous les renforts qui pourraient leur fournir la Lombardie. Ainsi, les deux grands débouchés du Piémont et du Milanais étaient en couvert. L'ennemi se flattait de voir le temps de s'y établir et de s'y retrancher. Quelque avantageuse que nous eût été bataille de Montenotte, l'ennemi avait trouvé dans la supériorité du nombre de croire réparer ses pertes. Mais le surlendemain, 14, la bataille de Mismonu ouvrit les deux routes de Turin et de Milan. Augereau, formant la gauche de l'armée française, marcha sur Misimo. Messina, avec le centre, se porta sur Dego et la harpe commandante de la droite cheminait sur les hauteurs de Carreau. L'ennemi avait appuyé sa droite en faisant occuper le melon de Couseria qui domine les deux branches de la Bormida, née dès les 13. Le général Augereau, qui n'avait pas donné à la bataille de Montenotte, poussa à la droite de l'ennemi avec tant d'impétuosité qu'il lui enleva les gorges de Missimo et surna le mamelon de Couseria. Provera avec son arrière-garde, fort de 2000 hommes, fut occupé dans une position aussi désespérée. Il payait l'audace. Ce général se réfugia dans un vieux castel ruiné et s'y barricada. De cette hauteur, il voyait la droite de l'armée sarde qui faisait des dispositions pour la bataille du lendemain, où il espérait être dégagé. Toutes les troupes de colis du camp de Séva devaient être arrivées dans la nuit. On sentait donc l'importance de s'emparer dans les journées du château de Couseria. Mais ce poste était très fort. On y acheva. Le lendemain, les deux armées en virent aux mains. Messina et la harpe enlèveront Dego après un combat opiniâtre. Ménard et Joubert, les auteurs de Biestro, toutes les attaques des colis pour dégager Couseria feront vaines. Il fut battu et poursuivi l'effet dans les reins. Alors provera dû poser les armes. L'ennemi vivement poursuivi dans les gorges des Spignons. Il laissa une partie de son artillerie, beaucoup de drapeaux et de prisonniers. La séparation des deux armées autrichiens et sœurs de feu dès lors bien marqué. Beaulieu porta son quartier général à Laquis, route du Milanais, et Coilly se porta à Séva pour se pousser à la jonction de Serrulier et couvrir Turin. 6. Combat de Dego, 15 août. Cependant, une division des grenadiers autrichiens qui avait été dirigée de Vautry par Sassalo arriva à 3 heures du matin à Dego. La position n'était plus occupée que par des avant-gardes. Ces grenadiers enlèveront donc facilement les villages et l'armée fut grand au quartier général français, où l'on avait peine à comprendre comment les ennemis pouvaient être à Dego lorsque nous avions des avant-postes sur la route d'Aki. Après 12 heures d'un combat très chaud, Dego fut repris et la division ennemie presque entièrement prisonnière.
nous perdîmes dans ces affaires. Le général Banal Amissimo et le général de Cosa à Dego, ces deux officiers étaient de la bravoure la plus brillante. Ils venaient tous les deux de l'armée des Pyrénées-Orientales et il était à remarquer que les officiers qui arrivaient de cette armée montraient une impétuosité et un courage des plus distingués. C'est dans les villages de Dego que Napoléon distingua pour la première fois un chef de bataillon qui fit colonel. C'était l'un qui depuis feu maréchal de l'Empire, duc de Montebello, et déploya les plus grands talents. On le verra constamment dans la suite de prendre la plus grande part à tous les événements militaires. Le général français dirigeait alors ses opérations secourries et le roi de Sardaigne et se contenta de tenir les Autrichiens en échec. La harpe fut placée en observation près de Dego pour garantir nous derrière et tenir en respect Beaulieu que, très affaibli, ne s'occupait plus qu'à rallier et réorganiser des débris de son armée. La division La Harpe, obligée de demeurer plusieurs jours dans cette position, se trouva vivement tourmentée par les défauts de subsistance, pour le manque de transport et épuisement du pays où avaient séjourné tant de troupes, ce qui donnait lieu à quelques désordres. Serait instruit à Gessersion des batailles de Montenonte et de Missimo, se mit en mouvement, s'empara de la longueur de Saint-Jean et entra dans ce la même jour qu'Augereau arrivait sur les hauteurs de Montezemorto. Le 17, après quelques légères affaires, Collier évacua le camp étranger de Seva, les hauteurs de Montezemorto se retira derrière la Cursaglia. Le même jour, le général en chef porta son quartier général à Seva. L'ennemi y avait laissé toute son artillerie, qui n'avait pas eu le temps de mener, et s'était contenté de laisser garnison dans le château. Ce fut un spectacle sublime que l'arrivée de l'armée sur les hauteurs de Montezemorto. De là se découvriront les immenses et fertiles plaines du Piémont, le Pô, le Ténaro, et une foule d'autres rivières serpentant au loin. Une ceinture blanche de neige, de glace, d'une prodigieuse élévation, cerner à l'horizon ce riche bassin de la terre promise. Ces gigantesques barrières qui paraissaient les limites d'un autre monde que la nature s'était plus à rendre, si formidable, auquel l'art n'avait rien épargné, venant de tomber comme par enchantement. Hannibal a forcé les Alpes, dit le général français, en fixant ses regards sur ces montagnes. Nous les aurons tournées. Phrase heureuse qui exprimait en deux mots la pensée et le résultat de la campagne. L'armée passa le Ténaro. Pour la première fois, nous nous trouvions absolument en plaine, et la cavalerie peut alors nous être de quelque secours. Le général Stengel, qui l'a commandé, passa le Cursaglia à Lesagno et bâtit la plaine. Et le quartier général fut porté en château de Lesagno, sur la droite de la Cursaglia, près de l'endroit d'où elle se jette dans le Ténaro. 7. Combat de Saint-Michel, bataille de Mondovi, 20 à 22 avril. Le général Serrurier réunit ses forces à Saint-Michel et le 20, il passa le pont de Saint-Michel en même temps que Massena passait le Ténaro pour attaquer les Piémontais. Mais Gicordi, jugeant le danger de sa position, abandonna le confluent des deux rivières, marcha lui-même pour prendre position à Mondovi.
Il se trouva par une circonstance fortuite avec ses forces précisément devant Saint-Michel, comme le général serrurier de boucher du pont. Il fit haute à lui opposa des forces supérieures et le força de se replier. Serrurier se fut pourtant maintenu dans Saint-Michel si un de ses régiments d'infanterie légère ne se fut livré au village. Le général français déboucha le 22 par le pont d'Éteur et se porta sur Mondeville, qui y avait déjà élevé quelques redoutes et s'y trouverait en position à droite à Notre-Dame des Vicots et son centre à la Bicoque. Dans la journée même, Serrurier enleva la redoute de la Bicoque et décida de la bataille, qui a pris le nom de Mondeville. Cette ville et tous ses magasins tomberont au pouvoir du vainqueur. Le général Stengel, qui n'était trop éloigné en plaine avec 1 millier de chevaux, fut attaqué par les Piémontais double en force. Il fit toutes les dispositions qu'on devait attendre d'un général consommé et opérer sa retraite sur ses renforts. Lorsque, dans une charge, il tomba blessé à mort d'un coup de pointe. Le général Murat, à la tête de la cavalerie, repoussa les Piémontais et les poursuivit à son tour pendant quelques heures. Le général Stengel, assassin, était un excellent officier des hussards. Il avait servi sous de Murier aux campagnes du Nord, était adroit, intelligent, alerte. Il réunissait les qualités de la jeunesse à celles de l'âge avancé. C'était un vrai général d'avant-poste. 2 ou 3 jours avant sa mort, il était entré le premier dans les Unions. Le général français y arriva quelques heures après et quelque chose dont il eut besoin, tout était prêt. Le défilé, les quais ayant été reconnus, des guides ayant assuré, le curé, le maître de poste ayant été interrogés, des intelligences étant déjà liées avec les habitants. Des espions étant envoyés dans plusieurs directions, les lettres de la poste saisies, et celles qui pouvaient en donner des renseignements militaires traduites et analysées. Toutes les mesures étaient prises pour former des magasins de subsistance pour rafraîchir la troupe. Malheureusement, Stendhal avait la vue basse, défaut essentiel dans sa profession qui lui devint funeste et contribua à sa mort. Après la bataille de Mondeville, le général en chef marcha sur Cherasque, Serrurier se porta sur Fossano et Augereau sur Alba. 8 prix de Cherasque, 25 avril. Ces 3 colonnes entreront à la fois le 25 avril dans Cherasque, Fossano et Alba. Le quartier général de Coulis était à Fossano le jour même que Serrurier l'ont délogé. Cherasque, à l'embouchure de la Sturne et du Ténéreux, était forte, mais mal armée au point approvisionnée parce qu'elle n'était pas frontière. Le général français attachait une grande importance à sa possession. Il y trouva du canon et fit travailler à force à la mettre en état de défense. L'avant-garde face à la Stura et se porta au-delà de la petite ville de Bras. Cependant, la jonction de Serrurier nous avait permis de communiquer avec Nice par Pont-de-Nava. Nous en reçûmes des renforts d'artillerie et tout ce que l'on avait pu préparer. On avait pris dans tous les différents combats beaucoup d'artillerie et de chevaux. On leva de tous côtés dans la plaine de Mondeville. Peu de jours après l'entrée à Cherasque, l'armée 60 bouches à feu
approvisionné. La cavalerie fit des remontes de chevaux. Les soldats qui avaient été sans distribution durant les 8 ou 10 jours de cette campagne commenceront à en recevoir de régulières. Les pillages et les autres suites ordinaires de la rapidité de mouvement cesseront. On rétablit la discipline et chaque jour l'armée changeait de face au milieu de l'abondance et des ressources qu'offrait ce beau pays. Les pertes se répareront, la rapidité des mouvements, l'impétuosité des troupes et surtout l'art de les opposer toujours à l'ennemi, au moins en nombre égal et souvent en nombre supérieur. Jointe au succès constant qu'on avait obtenu, avions épargné bien des hommes. D'ailleurs, les soldats arrivaient par tous les débouchés, de tous les dépots, de tous les hôpitaux. Un seul bruit de la victoire et de l'abondance qui régnait dans l'armée. On trouva un piment de tous les vins, ceux de Montferrat ressemblant au vin de France. La misère avait été telle, jusqu'à là dans l'armée française, qu'on oserait à peine la décrire. Les officiers depuis plusieurs années ne recevions que 8 francs par mois et l'état-major était entièrement pied. Le maréchal Berthier conservait dans ses papiers une autre toujours d'Albenga qui accordait une gratification de 3 louis à chaque général. 9. Armistice de Charasca, le 28 avril. L'armée n'était plus éloignée que du lieu de terrain. La cour de Sardaigne ne savait plus à quoi se résoudre. Son armée était découragée et en partie détruite. L'armée autrichienne réduite plus de moitié sauf les Noirs. L'autre pensait que découvrir Milan. Les esprits étaient fort agités dans tous les piments. Et la cour ne jouissait nullement de la confiance publique. Elle se mit à la discrétion du général français et sollicita un armistice. Seul Huissier y accéda. Bien des personnes eussent préféré que l'armée eût marché et se fût emparée de Turin. Mais Turin est une place forte. Si l'on voulait enfermer la forte, on avait besoin d'un train d'artillerie qu'on n'avait pas pu les faire ouvrir. Les rois avaient encore un grand nombre de forteresses, et malgré les victoires qu'on venait de remporter, les moindres échecs, les plus légers caprices de la fortune les plus vêtues renversaient. Les deux armées ennemies, malgré leurs nombreux rêveurs, étaient encore égales à l'armée française. Elles avaient une artillerie considérable et surtout une cavalerie qui ne veut pas se faire. Dans l'armée française, malgré ses victoires, il y avait de l'étonnement. On demeurait frappé de la grandeur de l'entreprise. L'on doutait de la possibilité de succès quand on considérait la faiblesse des moyens. Les moindres événements de eux, donc, en contre. Beaucoup d'esprits disposés à l'exagération. Des officiers même des généraux ne concevions pas qu'on osât songer à la conquête de l'Italie. Avec aussi peu d'artillerie, sans presque de cavalerie, et avec une armée aussi faible que les maladies éloignement de la patrie et l'ayant affaiblir chaque jour, on trouve des traces de ce sentiment de l'armée dans la proclamation suivante du général en chef qui adressa à ses soldats à Charasca. Soldats, vous avez en 15 jours remporté 6 victoires, pris 21 drapeaux, 55 pièces de canon, plusieurs places fortes et conquis la partie la plus riche du Piémont. Vous avez fait 15 000 prisonniers, tué ou blessé plus de 10 000 hommes.
Vous étiez jusqu'ici battu pour des rochers stériles, illustrés par votre courage, mais inutile à la patrie. Vous régalez aujourd'hui pour vos services l'armée conquérante de la Hollande et du Rhin. Dénué de tout, vous avez supplié tout. Vous avez gagné des batailles sans canon, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées sans souliers, bivouaqué sans eau de vie et souvent sans pain. Les phalanges républicaines, les soldats de la liberté étaient seuls capables de souffrir ce que vous avez souffert. Grâce à vous, on soit rendu soldats. La patrie reconnaissante vous devra repartir sa prospérité. Et si vainqueur de Toulon, vous présagiate la mortelle campagne de 1793. Vos victoires actuelles en présageant une plus belle encore. Les deux armées qui naguère vous atteillons avec audace feront épouvanter devant vous les hommes pervers qui, riant de votre misère, se réjouissent dans leur pensée des triomphes de nos ennemis sont confondus et tremblants. Mais, soldats, il ne faut pas vous les désolmer. Vous n'avez rien fait puisqu'il vous reste encore à faire. Ni Turin, ni Milan, ni sont à vous. Ces cendres des vainqueurs de Tarquin sont encore foulées par les assassins de Passeville. Vous étiez de nous des doutes au commencement de la campagne. Vous êtes aujourd'hui abondamment poursuivis. Les magasins pris à vos ennemis sont nombreux. L'artillerie de siège et de campagne est arrivée. Soldats, la patrie a doit attendre de vous des grandes choses. Justifierez vos noms sans attente. Les plus grands obstacles sont franchis sans doute, mais vous avez encore des combats à livrer, des villes à prendre, des rivières à passer. On est-il entre nous dont le courage se mollisse? On est-il que préférerions retourner sous les sommets de l'Avenir et les Alpes, essuyer patiemment les injures de cette soldatesque esclave? Non! Il n'en est pas parmi les vainqueurs de Montenotte, de Mussimo, de Dégo, de Moldavie, toutes brûlantes et portées au loin les gloires des peuples français. Tout voulant humilier ces rois orgueilleux qui osiez méditer de nous donner des fers. Tout voulant dicter un pays glorieux et qui indemnise la patrie des sacrifices immenses qu'elle a faits. Amis, je vous la promets ces conquêtes, mais il est une condition qu'il faut que vous juriez de remplir. C'est de insulter le peuple que vous délivrez. C'est de réprimer les villages horribles auxquels se portons ce qu'elle aura de susciter pour vos ennemis. Sans cela, vous ne serez point les libérateurs des peuples. Vous en seriez les flots. Vous ne serez pas à l'honneur du peuple français et vous décevrez vos victoires, vos courages, vos succès, les sangs de nos frères morts au combat. Tout serait perdu, même l'honneur et la gloire. Quant à moi et au général qui ont votre confiance, nous rougirions de commander à une armée sans discipline, sans frein, qui ne connaîtrait des lois que la force, mais investie de l'autorité nationale forte de la justice et par la loi. Je saurais faire respecter ce petit nombre d'hommes sans courage, sans cœur, les lois de l'humanité et de l'honneur qui foulent aux pieds. Je ne souffrirai pas
que des brigands souillons vos lauriers. Je ferai exécuter à la rigueur des règlements que j'ai fait mettre à l'ordre. Les pillards seront impétueusement fusillés. Déjà plusieurs l'ont été. J'ai eu lieu de remarquer avec plaisir l'empressement avec lequel les bons soldats de l'armée se sont portés à faire exécuter les ordres. Peuple d'Italie, l'armée française vient peu rompre vos chaînes. Le peuple français est l'ami de tout le peuple. Venez avec confiance devant elle. Vos propriétés, votre religion et vos usages seront respectés. Nous ferons la guerre en ennemis généraux. Et nous non vous dirons que vous asservissons